Nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, Saad Hariri est catégorique. La campagne de diffamation menée par le Hezbollah contre l'Arabie Saoudite n'écornera pas l'image du royaume, son rôle et sa position. Fin de la mutinerie à la prison de Roumieh. Les détenus islamistes ont libéré leurs otages, des militaires et 2 médecins. Un retour à la normale confirmé ce matin par le ministre de l'Intérieur, Machnouk. Un flot incessant de migrants continue à débarquer sur les côtes italiennes. Au cours des 6 derniers jours, plus de 11 000 migrants auraient été secourus par les gardes-côtes. Et il y a 40 ans, les Khmers rouges prenaient le contrôle du Cambodge et de sa capitale, Phnom Penh, imposant un régime de terreur qui coûtera la vie à 2 millions de personnes entre 1975 et 1979. Les réactions se multiplient après le discours du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a une nouvelle fois tiré à boulet rouge contre l'Arabie Saoudite. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, a dénoncé des calomnies historiques. Il a estimé que le chef du parti de Dieu marchait sur les pas du guide suprême iranien Ali Khamenei en falsifiant les faits, en usant de créativité et de tromperie pour des considérations confessionnelles. Pour Hariri, l'attention politique ne réussira pas à déformer l'image de l'Arabie Saoudite, son rôle et sa position. Le chef du CDF a enfin assuré que l'escalade du Hezbollah n'entraînera pas son camp vers des positions qui saperaient les fondements du dialogue et de la paix civile au Liban. Fin du cauchemar à la prison de Roumieh, le ministre de l'Intérieur, Noad Machnouk, a assuré que la mutinerie menée par des détenus islamistes s'était achevée. Dans des déclarations à la presse, il a indiqué que la situation a été retournée à la normale et que les militaires et les 2 médecins qui étaient retenus en otage par les détenus ont été libérés. La mutinerie avait été éclatée vendredi après-midi dans le bâtiment D, les prisonniers réclamant de meilleures conditions de détention, notamment après le transfert dans leur section des prisonniers de la zone B. Un bâtiment en cours de rénovation est transformé par les prisonniers djihadistes en une sorte de principauté islamiste. Michel Sleiman va-t-il briguer un nouveau mandat à la magistrature suprême? L'ancien président de la République s'est dit prêt à présenter sa candidature, mais uniquement en tant que candidat de consensus et lorsque toutes les parties libanaises accepteront la déclaration de Maabda. La présidence est vacante depuis le 25 mai 2014, date de la fin de son premier mandat. Depuis, toutes les séances parlementaires consacrées à l'élection d'un nouveau chef de l'État ont tourné court, faute de quorum. Prochain rendez-vous le 22 avril. Nucléaire iranien, le président américain continue d'appuyer une levée progressive des sanctions et non immédiate, comme le demande l'ayatollah Khamenei et le président iranien Hassan Rouhani. Mais Barack Obama est confiant et souligne que ces sanctions pourront être réimposées rapidement en cas de violation de l'accord conclu à Lausanne le 17 avril dernier entre Téhéran et les grandes puissances. Mais selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Jawad Zarif, les sanctions contre l'Iran seront toutes levées en une seule fois. Il s'est exprimé au micro de nos confrères d'Euronews. Nous ne parlons pas de sanctions progressivement abandonnées. Malheureusement, les États-Unis ont commencé à utiliser cette expression, mais si vous regardez la déclaration commune, vous ne verrez même pas le mot suspension, et vous ne verrez pas non plus le mot progressif. Il est clair qu'on mettra un terme à toutes les sanctions économiques et financières. Le jour où nous nous mettrons d'accord, nous irons au Conseil de sécurité et il adoptera une résolution qui mettra un terme à toutes les précédentes résolutions et il n'y aura plus de sanctions. C'est très clair, ce ne sera pas par étapes, elles ne seront pas simplement suspendues, c'est très clair dans notre déclaration commune. Mais l'accord de Lausanne n'a mentionné aucun échéancier pour la levée des sanctions. C'est très clair parce que nous avons eu cet accord et qu'il y aura des mesures irréversibles de la part de l'Iran, des États-Unis, de l'Union européenne et du Conseil de sécurité de l'ONU. La dernière fois, nous n'avions pas de principe de base lorsque nous avons signé l'accord de novembre dernier à Genève. Et ce que nous avions proposé côté iranien, c'était le document actuel.
Les États-Unis, pour des raisons de politique intérieure, c'est d'ailleurs leur droit et leur prérogative, ont proposé des principes de base qui n'étaient pas exactement ce que nous avons proposé. Donc la meilleure manière pour nous tous est de cesser de nous battre là-dessus, de négocier, et une fois qu'on sera parvenu à l'accord final, de le rendre public. Nous négocions dans l'intérêt national, nous ne négocions pas sous la pression de groupes politiques et je pense que les États-Unis seraient avisés de faire de même. Si nous avons besoin de publier les principes de base, nous le ferons, mais je pense que le public iranien en sait plus sur le sujet à présent. Parlons à présent des enjeux régionaux et en particulier du Yémen. La situation actuelle voit s'intensifier les divergences entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Comment cela peut-il affecter la physionomie de la région ? Le Yémen n'est pas le théâtre d'une confrontation entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Le Yémen a un problème qui a été résolu par le peuple yéménite, par les différents groupes politiques du pays, et tous ceux qui ont de l'influence au Yémen devraient apporter leur aide. Justement, l'Arabie saoudite a annoncé ce samedi une aide de 274 millions de dollars pour les opérations humanitaires au Yémen. Ce don a été ordonné par le roi Salman qui a réitéré son soutien au peuple yéménite en espérant le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Les Saoudiens répondent ainsi à l'appel lancé la veille par l'ONU. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, réclame un cessez-le-feu immédiat. La situation humanitaire est en effet catastrophique. Le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé fait état de 767 morts et 2906 blessés depuis le 19 mars. La population manque de tout, d'eau, d'électricité, de vivres, de médicaments. Après 24 jours de tirs aériens ininterrompus, le pays le plus pauvre du monde s'enfonce chaque jour un peu plus dans la misère. Restez des nôtres, au retour de la pause, nouvelles arrestations antiterroristes en Australie. Retour sur le plateau de l'info, un flot incessant de migrants continue à débarquer sur les côtes italiennes. Secourus par les gardes-côtes, ces hommes et femmes, originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne, ont survécu à la traversée périlleuse de la Méditerranée. Au cours des 6 derniers jours, plus de 11 000 migrants auraient emprunté cette route pour rejoindre l'Europe. Par rapport à l'an passé, le nombre de migrants ayant atteint les côtes de la péninsule est assez similaire. Ce qui a changé en effet, c'est le nombre de morts. Fin avril 2014, 96 victimes étaient enregistrées. Et bien cette année, avec les naufrages de ces derniers jours, on compte déjà 900 morts. Et chaque jour rapporte son lot de récits dramatiques. À Palerme, la police a arrêté 15 hommes accusés d'avoir jeté à la mer des chrétiens à la suite d'une rixe sur un bateau. En Algérie, il y a un an, le 18 avril 2014, Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour un 4e mandat. Un mandat contesté comme aucun autre au vu de l'état de santé du président malade et très affaibli. Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis déjà 1999 et absent de la scène publique dans un pays où les demandes sociales et économiques sont toujours aussi grandes. Il n'a fait que quelques rares sorties à l'extérieur de sa résidence médicalisée. Seules les images filmées lorsqu'il reçoit ses invités de marque permettent d'avoir une idée sur son état de santé. Abdelaziz Bouteflika avait promis depuis 2011 une réforme constitutionnelle qui n'a toujours pas vu le jour. Malgré les promesses de campagne, le secteur de l'emploi est toujours aussi sinistré et l'économie de plus en plus vulnérable. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, en Afghanistan, les talibans nient toute responsabilité dans l'attaque suicide devant une banque de Jalalabad, dans l'est du pays. Un porte-parole du groupe islamiste a condamné fermement cet acte diabolique qui a fait au moins 35 morts et plus d'une centaine de blessés, des habitants ou des fonctionnaires. L'État islamique aurait revendiqué l'attentat selon le président afghan. Le 10 avril dernier, les talibans avaient pourtant revendiqué sans problème 2 attaques qui ont tué 15 civils et 18 soldats afghans. Nouvelles arrestations antiterroristes en Australie, cette fois à quelques jours d'une cérémonie militaire lors de laquelle les suspects prévoyaient de commettre des attentats. 5 hommes ont été arrêtés, dont 2 de 18 ans ce samedi, et des perquisitions effectuées à Melbourne. L'Australie n'est pas épargnée par le phénomène de départ de ressortissants vers l'Irak et la Syrie. Plus de 30 d'entre eux sont déjà rentrés en Australie et le pays a relevé son niveau d'alerte.
La Finlande devrait dimanche tourner la page de 4 ans de gouvernement conservateur. Le pays renouvelle son parlement et le parti du centre de Juha Sipilä, qui est en tête des sondages. Néophyte en politique, il a promis de créer 200 000 emplois en 10 ans, alors que le chômage est en pleine hausse. Le gouvernement d'Alexander Stubb n'a pas su enrayer la crise et rapporter le déficit sous les 3% du PIB. Je vous le disais en titre, il y a 40 ans, une révolution marxiste-léniniste changeait le cours de l'histoire du Cambodge. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges prennent le contrôle du pays et imposent un régime de terreur qui coûtera la vie à un quart de la population. Moins de 4 ans plus tard, ils laissent derrière eux un territoire détruit et meurtri, une période sombre avec laquelle le pays entretient des relations complexes entre propagande et oubli, avec un détour surprenant par le tourisme. Ce vendredi, le Cambodge a discrètement commémoré la prise de Phnom Penh, un événement qui fut le début d'un régime de terreur faisant 2 millions de victimes entre 1975 et 1979. Retour donc en images. Ils sont entrés en vainqueurs dans Phnom Penh. Le 17 avril 1975, la capitale du Cambodge tombe aux mains des Khmers rouges. La population n'imagine pas les années d'horreur qui vont suivre. À l'époque, Chung Kong était professeur de français dans le centre-ville. Le matin, quand ils sont entrés dans Phnom Penh sur des tanks, les gens criaient de joie. Ils agitaient des drapeaux dans toute la ville. Nous conduisions des motos et des voitures à travers la capitale. Dès la prise de la ville, les Khmers rouges demandent aux habitants d'évacuer, assurant que c'est une affaire de quelques jours. Comme des milliers d'autres, Chung Kong prend la route. C'est l'une des plus grandes migrations de l'histoire récente, qui transforme alors Phnom Penh en ville fantôme. Pendant des années, il est forcé de cultiver des terres loin de la capitale, à la poursuite de l'utopie agricole du régime. Les gens déferlaient hors de la ville. Certains transportaient des affaires, d'autres du riz. Je n'avais rien. La domestique de ma famille avait pris un peu de riz. On ne partait que pour 3 jours. Alors pourquoi on aurait pris beaucoup de choses? 16 membres de la famille de Chung Kong périssent durant les 4 années de terreur. L'école où il enseignait devient la fameuse prison S21 où les opposants du régime sont torturés et tués par milliers. Aujourd'hui, elle fait figure de triste mémorial des crimes de Pol Pot. Je ne remettrai jamais un pied dans cet endroit parce que je suis choqué qu'ils aient balayé la connaissance avec de l'ignorance et des meurtres. Ça va contre ma vision des choses. Je veux que les gens apprennent, mais ils ont tué des gens là où on enseignait. C'est ça qui me rend triste. Morts d'épuisement, de famine, de maladie ou à la suite de tortures ou simplement exécutés, 2 millions de Cambodgiens disparaissent avant que le Vietnam n'intervienne. C'est une frégate qui renaît de ses cendres. L'Hermione, célèbre navire qui permit à Lafayette de rejoindre les États-Unis au XVIIIe siècle, a désormais sa réplique. Elle porte le même nom que son ancêtre et s'apprête comme elle à traverser l'Atlantique. Je pense que tout le monde est enthousiaste parce que d'abord ça a donné une activité touristique à Rochefort très importante. Une ville qui était un ancien arsenal donc militaire complètement désaffecté, qui après la dernière guerre a perdu toute son industrie, qui était un peu morte disons. Et la construction de l'Hermione a donné un élan touristique à Rochefort fantastique, plus l'aspect mémoriel où beaucoup de Français ignorent qu'un marquis français est allé aux États-Unis contribuer à l'indépendance des États-Unis. Pourquoi l'Hermione et pourquoi une frégate sur une aventure de boulangerie? Et sinon, l'Hermione pour Rochefort, c'est quand même un projet qui dure depuis des années. Donc là, ça va être la concrétisation du projet, ça va être le départ de l'Hermione. C'est un événement assez important pour Rochefort. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Sardar Hariri est catégorique. La campagne de diffamation menée par le Hezbollah contre l'Arabie Saoudite n'écornera pas l'image du royaume saoudien, son rôle et sa position. Fin de la mutinerie à la prison de Roumieh. Les détenus islamistes ont libéré leurs otages, des militaires et 2 médecins. Un retour à la normale confirmé ce matin par le ministre de l'Intérieur, Machnouk.
Un flot incessant de migrants continue à débarquer sur les côtes italiennes. Au cours des 6 derniers jours, plus de 11 000 migrants auraient été secourus par les gardes-côtes. Et il y a 40 ans, les Khmers rouges prenaient le contrôle du Cambodge et de sa capitale Phnom Penh, imposant un régime de terreur qui coûtera la vie à 2 millions de personnes entre 1975 et 1979. Merci de votre attention, très bon week-end et à demain.